Personne n'avait adressé la parole à Margaret Stroud depuis 90 minutes. Et ce n'était pas un hasard. La banque de son père avait fait faillite en octobre. Elle avait entraîné la moitié du Shropshire dans sa chute. Chaque personne dans cette pièce avait perdu quelque chose. Et tous s'étaient mis d'accord, sans jamais en discuter, pour l'ignorer. Alors, elle se tenait près de la fenêtre et attendait que ça passe. Puis un homme qu'elle n'avait jamais vu a traversé toute la salle. Il est passé devant 200 personnes et a prononcé 4 mots qui ont tout changé. Et elle a compris ce qu'il attendait d'elle, avant même le premier tour de danse. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous vos messages. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, et pour moi, ça change tout. Elle était arrivée aux salles de réception de Lelo à 9 h, le 2 février, avec sa tante Prudence. Et à 9 h 04, elle avait compris que tout était arrangé. C'était dans la façon dont les têtes se tournaient. Madame Ogilvy se trouvait à moins d'1 mètre, lui tournant à moitié le dos près de la porte. Elle l'a vue, et s'est retournée complètement, avec une fluidité qui devait demander de l'entraînement. Les filles Fenwick, que Margaret connaissait depuis l'âge de 7 ans, sont devenues toutes roses. Elles se sont dirigées ensemble vers la salle de cartes, comme 2 bateaux qui larguent les amarres en même temps, et le colonel Predo, qui l'avait fait sauter sur ses genoux à 4 ans, et qui l'appelait Meg depuis 20 ans, l'avait regardé de l'autre côté de la salle. Il avait une expression de pur désespoir, et il n'était pas venu. C'est ce geste qui l'a éclairé. Prio n'était pas un lâche. Prio ne pouvait tout simplement pas se le permettre. « Nous allons partir », dit tante Prudence à 9 h 09. « Sûrement pas, Margaret. Si nous partons maintenant, nous serons venus pour être chassés, et c'est une histoire qui durera 20 ans. » Margaret prit un verre de quelque chose dont elle ne voulait pas, sur un plateau qui passait. « Si nous restons jusqu'à la fin, et partons à 1 h du matin comme tout le monde, alors nous serons venus à la réception. C'est une chose que nous avons tout à fait le droit de faire, et il n'y aura aucune histoire. Il y aura une histoire dans tous les cas. Oui, admit Margaret, mais j'aimerais avoir mon mot à dire sur laquelle. » Sa tante la regarda un instant. « Ton père, dit-elle, est plus présent en toi que quiconque ne l'a encore remarqué. Stroud et neveu de Lelo avait été une banque pendant 41 ans. Elle avait cessé ses paiements le 19 octobre à 11 h du matin. Margaret était dans un magasin, pas la banque, la draperie de Broad Street. Elle achetait du ruban, et elle a entendu un son monter de la rue. Un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant et qu'elle n'a jamais oublié. C'était le bruit d'environ 60 personnes commençant à courir dans la même direction. À midi, il y en avait 200 devant la porte de King Street. À 3 h, il y en avait 400. Les fenêtres étaient brisées. Son père était sorti sur le perron pour leur parler. Il avait à peine prononcé 6 mots avant de s'effondrer. Le médecin a appelé ça une apoplexie. Il avait 58 ans. Il avait survécu. C'était la phrase que Margaret avait appris à dire sans expression particulière. Parce que c'était vrai, et parce que l'alternative était de dire le reste. K. Josiah Stroud était resté alité dans une chambre à l'étage de Fenn House pendant 3 mois et demi. Tout son côté droit était paralysé, et il ne pouvait plus parler du tout. Qu'il comprenait chaque mot prononcé en sa présence, ce qu'il savait car il pleurait à l'écoute de certains. Et que le seul homme en Angleterre qui aurait pu expliquer ce qui était arrivé à Stroud et neveu était devenu muet le jour même. Il n'avait pas prononcé une syllabe depuis. Ce que le Shropshire savait était plus simple. Le Shropshire savait qu'une banque de campagne avait fait faillite, avec une dette de 140 000 livres sterling. Il savait que la société de péage de Lelo avait perdu tout son dépôt, que le recteur de Bitterley avait perdu 900 livres appartenant à une école de charité, et qu'Anne Pardo, qui tenait la boutique du gantier, avait perdu toutes ses économies de 26 livres. Et qu'elle était allée regarder la porte fermée de la banque chaque matin depuis octobre. Plusieurs personnes l'avaient vue, et tout le monde en avait entendu parler. Et le Shropshire savait que le nom de Josiah Stroud était sur les documents. Il n'avait pas tort d'être en colère. C'était la seule chose que Margaret n'avait jamais réussi à contourner en 3 mois et demi de nuit blanche. Ils avaient placé leur argent dans un endroit avec le nom de son père au-dessus de la porte, et il avait disparu. Et Margaret avait grandi grâce au profit de cet argent. La maison, le pianoforte, les 4 années d'école à Worcester. Il n'y avait aucun moyen de se tenir dignement dans une pièce pleine de ces gens et d'être plainte. Alors elle ne demandait pas à être plainte.
Elle se tenait près de la troisième fenêtre des salles de réception de Lelo avec un verre et les laissait faire. À 10 heures, un homme du nom de Reuben Hale l'a invité à danser. Il était ivre, il avait environ 30 ans. Il avait fait une petite fortune dans le commerce des peaux pendant la guerre. Et cela faisait 6 ans qu'il essayait d'entrer dans ces salles de réception. Margaret a tout compris avant même qu'il ait fini sa phrase. Il pouvait l'inviter, parce qu'elle était la seule femme dans la pièce qui ne pouvait pas refuser sans que cela soit remarqué. Et si elle acceptait, il aurait dansé aux réceptions de Lelo avec la fille d'un banquier. Et cela ne lui coûterait absolument rien. « Merci, dit Margaret, mais je ne danse pas ce soir. »« Vous ne dansez pas, rit-il. » Sa voix porta. « Eh bien, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Venant d'une Stroud. Ma cousine avait 400 livres dans la banque de votre père, mademoiselle. Et elle ne danse pas non plus. Parce qu'elle est partie travailler comme domestique à Kidderminster. Les 20 personnes les plus proches ont entendu. Plusieurs autres se sont retournées. Margaret resta absolument immobile. Elle sentit toute la pièce décider d'un seul mouvement, que cela valait la peine d'être regardé. « Alors je suis vraiment désolé pour votre cousine, dit-elle, et je le pense sincèrement. Et je noterai son nom si vous me le donnez, car il y a une liste et elle devrait y figurer. Il n'y a pas de liste. »« Il y a une liste, dit Margaret. Elle est à Fenhouse, et elle est de ma main. Elle contient 911 noms, et j'ai mis 3 mois à la faire. Et quand il y aura quelque chose à payer, s'il y a jamais quelque chose à payer, j'ai l'intention que personne ne soit oublié. Surtout pas ceux qui étaient trop pauvres pour qu'un avocat écrive pour eux. » Elle le fixa dans les yeux. « Le nom de votre cousine, Monsieur Hale. » Il la dévisagea. « Sarah Hale, dit-il après un moment. Sarah Hale de Corve Street. Merci. » Il s'en alla. Ce n'était pas une victoire. Margaret savait exactement ce que c'était. C'était une femme qui se faisait crier dessus en public et qui répondait calmement. Et elle savait que la moitié de la pièce dirait après qu'elle avait été très froide à ce sujet, et que la froideur n'était pas ce qu'on voulait voir chez une Stroud. Elle se retourna vers la fenêtre et constata que ses mains tremblaient si fort qu'elle dut poser le verre sur le rebord. Et puis, la salle est devenue silencieuse. Pas complètement. C'était autre chose. Ce silence particulier qui s'installe dans une pièce bondée, quand tout le monde s'arrête de parler, mais à des moments légèrement différents, sur environ 4 secondes. Margaret se retourna. Un homme traversait la salle. Il était entré du côté de la salle de cartes. Il parcourait toute la longueur de la salle de réception, sans se presser, par le milieu plutôt que par les bords. Et il le faisait d'une manière qui montrait clairement qu'il se fichait complètement du temps que cela prendrait. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Il avait peut-être 35 ans, très grand, avec des cheveux brun-roux foncés. Son visage aurait pu être beau s'il avait été d'humeur. Et il était mieux habillé que n'importe quel homme dans cette pièce. Il semblait n'y avoir accordé aucune pensée. Il s'arrêta devant elle. « Mademoiselle Stroud. »« Monsieur. »« Mon nom est Sanford. » Il s'inclina. « First Corvidale. » Quelque part derrière lui, distinctement, quelqu'un dit « Oh mon Dieu !» dans un murmure. L'estomac de Margaret se noua. Elle n'avait jamais vu le duc de Corvidale de sa vie. Personne ne l'avait vu. Il avait été au Portugal puis à Paris pendant 6 ans. Le domaine avait été géré par des agents, mais elle connaissait le nom grâce au papier sur le bureau de son père, et elle connaissait le chiffre qui l'accompagnait, car elle l'avait écrit de sa propre main la 3e semaine de novembre. 41 600 livres sterling. Le domaine de Corvidale avait été le plus gros déposant unique de Stroud et Neveu. Il avait perdu plus que la société de péage, l'école de charité, Anne Pardo, Sarah Hale de Corve Street, et tous les autres noms de cette liste de 911, mis ensemble et doublés. « Votre grâce, » dit Margaret. Elle était consciente que toutes les personnes à moins de 10 mètres s'étaient arrêtées, même de faire semblant. « On se prépare pour la prochaine, » dit le duc de Corvidale. « Dansez avec moi. » Ce n'était pas une question, ce n'était pas formulé comme tel, et ce n'était pas dit comme tel. Et Margaret Stroud se tenait près de la 3e fenêtre, ses mains abîmées le long du corps. Elle comprit très clairement qu'on se servait d'elle pour quelque chose. Elle ne voyait pas quoi. Elle ne pouvait penser à rien du tout. « Votre grâce, dit-elle, savez-vous qui je suis? Vous êtes la fille aînée de Josiah Stroud, et vous êtes debout à cette fenêtre depuis 9 heures. » Il lui tendit la main. « Dansez avec moi, mademoiselle Stroud. » Elle mit sa main dans la sienne. Après, elle ne put jamais se souvenir d'un seul pas de cette danse.
Ce dont elle se souvenait, c'était la pièce, toute la pièce. 200 personnes, s'ajustant autour d'un seul fait en l'espace d'environ 90 secondes. Car si le duc de Corvidal, qui avait perdu 41 000 livres dans cette banque, acceptait de danser avec la fille de Josiah Stroud devant tout le comté, alors il n'y avait plus de règles. Et tous ceux qui avaient passé les 3 derniers mois à ne pas lui parler venaient de passer pour des gens qui avaient perdu leur sang-froid pour une bagatelle. Elle vit le visage de Madame Ogilvy. Elle vit les filles Fenwick sortir de la salle de cartes. Elle vit le colonel Priot mettre sa main sur ses yeux un instant. Et elle comprit qu'elle pourrait à nouveau parler à Priot, et qu'il serait si soulagé et si honteux que des années passeraient avant que l'un d'eux n'en parle. Et elle vit, au milieu de la 3e figure, que le duc de Corvidal ne s'amusait pas le moins du monde. « Vous êtes furieux, dit-elle. » Il la regarda. « Vous n'avez pas cessé d'être furieux depuis que vous êtes entré dans cette pièce, » dit Margaret. « Vous êtes extrêmement doué pour ça. Je doute que 4 personnes ici l'aient remarqué. Mais vous serrez la mâchoire comme un homme chez le dentiste, et vous n'avez pas regardé une seule fois quelqu'un d'autre que moi. Et je ne pense pas que ce soit un compliment. » Ils tournèrent. Ils revinrent. « Non, dit le duc de Corvidal, ce n'en est pas un. Alors pourquoi diable dansez-vous avec moi? Parce que je suis dans ce comté depuis 9 jours, dit-il. Et en 9 jours, on m'a répété une 40aine de fois, par des gens très contents de me le dire, que votre père est un voleur. Et que sa fille a le culot de sortir de chez elle. Et ce soir, je suis resté à l'autre bout de la pièce pendant 1h30. J'ai regardé 200 personnes faire à une jeune fille de 25 ans ce que je n'aurais pas supporté de voir faire à un chien. Sa voix ne s'éleva pas du tout. Et puis j'ai vu un commerçant vous crier dessus à propos de sa cousine. Et je vous ai vu lui donner le nom et l'adresse de cette femme sans que votre voix ne tremble, ce que je n'aurais pas pu faire. Et j'ai décidé que si ce comté veut une règle, alors il peut avoir la mienne à la place. Margaret manqua un pas et se rattrapa. Ce n'est pas toute la raison. Non, dites le reste. La musique arrivait à la fin de la figure. Il la fit tourner, la ramena et dit très doucement, en l'espace d'environ 3 secondes. Parce que je veux les livres de comptes privés de Stroud et Neveu. Et j'ai des raisons de croire que vous les avez. Et je préfère de loin vous les demander dans une pièce où 400 personnes viennent de me voir vous traiter comme une dame. La danse se termina. Il s'inclina. Margaret fit la révérence. « Merci, mademoiselle Stroud, » dit le duc de Corvidal. « Votre grâce, » dit Margaret Stroud. « Vous ne m'avez pas invité à danser. Vous m'avez fait une offre, et vous l'avez faite en public, pour que je comprenne ce que cela vous coûtait et ce que cela valait pour moi. Et vous l'avez fait avant de nommer votre prix. » Elle se redressa. « Mon père faisait ça aussi, » dit-elle, « pendant 41 ans. Alors vous pouvez passer à Fenhouse jeudi, et je vous écouterai. Et je vais vous dire maintenant, ici même, que j'ai ces livres de comptes dans une malle verrouillée depuis le 22 octobre, et je ne les ai pas ouverts une seule fois. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Fenhouse avait été vendu en décembre. Elles y vivaient par tolérance jusqu'à la fête de l'Annonciation. C'était l'arrangement que les syndics avaient fait, et ce n'était pas méchant. La maison était louée, et le locataire n'en voulait pas avant mars. Et il y avait un homme malade dans une chambre à l'étage qui ne pouvait être déplacé sans le tuer. Mais cela signifiait que tout ce devant quoi Margaret passait appartenait désormais à quelqu'un d'autre, et qu'il y avait des numéros à la craie au dos des chaises. Elle passa le mercredi à préparer la maison pour un duc. Cela consistait principalement à décider quelle pièce avait le moins de numéros à la craie. Le salon du matin, dit tante Prudence. Les bibliothèques ont été enlevées, donc on ne verra rien de manquant. C'est la chose la plus intelligente que quelqu'un ait dite dans cette maison depuis octobre. Je suis intelligente depuis 61 ans, dit sa tante. Ça ne m'a jamais servi à rien. Margaret monta voir son père avant le dîner, comme chaque jour à cette heure-là, et lui raconta la réception. Elle lui raconta tout. Elle l'avait décidé la première semaine, contre l'avis du médecin et de sa tante. Au motif qu'un homme qui pouvait entendre et ne pouvait pas répondre était déjà dans une prison, il n'avait pas besoin que les murs soient capitonnés. Alors elle lui parla de Madame Ogilvy qui se retournait, de Prédeaux, de Reuben Hale et de Sarah Hale de Corve Street, et elle écrivit le nom sur la liste devant lui. « Et puis le duc de Corvidal m'a invité à danser, dit-elle, et j'ai dansé avec lui, et toute la salle l'a vu. La main gauche de son père bougea sur la couverture.
Papa, il veut les livres de compte privés. La main s'arrêta. Josiah Stroud était couché sur le côté, la moitié droite de son visage affaissé. Il regardait sa fille et Margaret observait ses yeux sans pouvoir les lire. Elle n'avait pas pu les lire depuis 3 mois et demi et aurait donné n'importe quoi sur terre pour 4 mots consécutifs. « Il vient demain, dit-elle. Je ne les ai pas ouverts. Tu sais que je ne l'ai pas fait. » Sa voix fit quelque chose et elle l'arrêta. « Si tu ne veux pas qu'il les ait, tu dois trouver un moyen de me le dire, et je le mettrai à la porte demain. Je le jure, quoi qu'il nous en coûte. » La main de son père bougea de nouveau, 2 fois, délibérément, sur la couverture, puis ses yeux se fermèrent. Margaret resta assise avec lui pendant 1 heure et ne put rien en conclure du tout. Le duc de Corvidal arriva à 11 heures le jeudi, à cheval avec un seul homme. Il ne fit aucun commentaire sur les numéros à la craie. « Mademoiselle Stroud, votre grâce, voici ma tante, Madame Prudence Wilde, qui s'assiera dans le coin et entendra chaque mot. Je préfère que ce soit clair dès le début. Je l'aurais demandé si vous ne l'aviez pas fait. » Il s'assit. « Puis-je dire 2 choses avant que nous commencions? Dites-les. La première est que j'ai réfléchi depuis mardi à ce que vous m'avez dit à la fin de cette danse. Vous aviez entièrement raison, et je veux que ce soit reconnu à voix haute. » Il posa son chapeau par terre à côté de la chaise. « Je vous ai bien fait une offre devant 400 personnes avant de nommer le prix. Je l'ai fait parce que je voulais que vous vous sentiez obligé, et ça a marché. Vous êtes assise ici, et c'était une façon mesquine de procéder. Je ne vais pas m'en excuser car je le referai, et une excuse que je répéterai ne vaut pas le souffle. Mais je préfère que vous sachiez que je le savais. » Margaret constata qu'elle n'avait absolument rien à répondre à cela. « Et la seconde est que je veux être extrêmement clair sur qui je suis, au cas où vous m'auriez pris pour un bienfaiteur. » Il la regarda fixement. « Mademoiselle Stroud, j'ai perdu 41 600 livres dans la banque de votre père. Je ne suis pas ruiné pour autant. Je veux que ce soit dit car il serait malhonnête de vous laisser penser le contraire. Mon revenu est de 18 000 livres par an. Je le sentirai pendant une décennie et puis plus. Mais c'était de l'argent laissé en fiducie pour les enfants de ma sœur par un testament dont je suis l'exécuteur. Et il était dans cette banque sur mes instructions, et je l'y ai déplacé en 23, parce que les conditions de votre père étaient meilleures que celles de Coutts de 3/8 de 1%. Il y eut un silence. « Alors vous voyez, dit le duc de Corvidal, je ne suis pas un homme lésé. Je suis un homme qui a été avide au nom de quelqu'un d'autre pour 3/8 de 1%, et qui doit s'asseoir en avril avec les fiduciaires de sa sœur et l'expliquer. Je ne suis pas ici par charité, et je ne suis pas ici par colère. Je suis ici parce que j'aimerais savoir exactement comment c'est arrivé. Et on me dit depuis 3 mois que c'est arrivé. Parce que Josiah Stroud était un voleur. J'ai lu les comptes publiés 4 fois, et je ne le crois pas. » Les mains de Margaret s'étaient immobilisées sur ses genoux. « Répétez ça. Quelle partie? La dernière partie. »« Je ne le crois pas, » dit le duc de Corvidal. Margaret Stroud était assise dans un salon du matin, dans une maison qui n'était plus la sienne. Elle découvrit qu'elle allait pleurer, et qu'elle ne pouvait absolument rien y faire, et que cela allait se produire devant un duc. Tante Prudence se leva, vint se tenir à côté de sa chaise, posa une main sur son épaule et foudroya Corvidal du regard comme s'il l'avait fait exprès. Il détourna les yeux et étudia l'endroit vide où se trouvaient les bibliothèques jusqu'à ce que ce soit fini. « Je suis désolé, dit Margaret. Vous n'avez aucune raison de l'être. 3 mois. Elle s'essuya le visage avec le dos de sa main, ce qui n'était pas très distingué et dont elle se fichait. 3 mois, votre grâce, et vous êtes la première personne en dehors de cette maison à avoir prononcé cette phrase à voix haute. Mon propre avocat ne le dit pas. Notre avocat dit que nous ne pouvons pas savoir et que nous devons attendre les syndics, qu'il n'y a aucun intérêt à spéculer. Il le dit gentiment, et chaque fois qu'il le dit, ce qu'il veut dire, c'est qu'il pense que mon père l'a fait et qu'il est trop bien élevé pour le dire. Votre avocat a peut-être raison, et je suis peut-être un imbécile, dit Corvidal. Je me suis trompé sur beaucoup de choses, mais j'ai lu le bilan publié et il y a une forme qui ne va pas, et je ne peux pas aller plus loin sans les livres de compte privés. Et j'ai passé 9 jours à découvrir qu'ils ne sont pas avec les syndics, ni à la banque, ni chez aucun avocat de l'ELO. Ils sont dans une malle à l'étage. Comment? Parce que le commis de mon père, M. Bray, les a apportés à cette maison dans une brouette à 4 heures du matin le 22 octobre, dit Margaret, sous un tas de navets,
parce qu'il y avait encore des gens dans King Street, et il avait peur d'eux. Il a mis la malle dans l'office, m'a donné la clé et a dit « Votre père voudrait qu'il soit gardé ». Et il est allé chez sa sœur à Bodley le lendemain, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Corvidal se pencha en avant très lentement. « Mademoiselle Stroud, comprenez-vous ce que vous venez de me dire? Que je suis en possession des livres d'une banque en faillite depuis 3 mois et demi, sans en informer les syndics, dit Margaret. Oui, votre grâce. Je le comprends parfaitement. Et je le comprends depuis environ le 4 novembre, et cela m'empêche de dormir depuis. Cela s'appelle de la dissimulation, et il y a un mot pire que ça pour le décrire. Alors pourquoi? Et voilà, la chose qu'elle n'avait pas dite à voix haute à sa tante, ni à l'avocat, ni à ses sœurs, ni à son père dans une chambre à l'étage où il ne pouvait pas répondre. Parce que j'ai peur de ce qu'il y a dedans, dit Margaret Stroud. La malle descendit à midi, et il fallut 2 hommes pour la porter. Il y avait 14 volumes dedans et une boîte laquée de correspondance. Et l'odeur qui s'en dégagea quand Margaret tourna la clé était l'odeur du bureau privé de son père à la banque. De l'encre, de la poussière et l'huile particulière qu'ils utilisaient sur les reliures des registres. Elle dut se lever et aller ouvrir une fenêtre. Vous n'avez jamais regardé. J'ai ouvert le couvercle en novembre, j'ai lu 4 lignes et je l'ai refermé. Elle revint à la table. Votre grâce, comprenez-moi. Si j'ouvrais ces livres et que je trouvais ce que tout le monde dit qu'il y a dedans, alors je serais une femme qui sait. Et une femme qui sait ne peut pas continuer à le soigner, ou à écrire cette liste, ou à envoyer les filles Fenwick au diable. J'aurais dû arrêter. Sa voix était parfaitement égale, alors je ne les ai pas ouverts. C'est de la lâcheté. Et je me le suis dit chaque nuit depuis. Et je ne vais pas prétendre que c'était autre chose devant vous. Et maintenant, il y a un homme dans mon salon du matin qui a dit à voix haute qu'il ne le croit pas. Margaret posa sa main à plat sur le premier volume. Alors je préfère le découvrir avec un témoin plutôt que seul à 2 heures du matin. Et je vous ai fait rester assis ici pendant 1 heure à m'écouter avoir honte de moi. Je pense que nous pouvons aussi bien commencer. Ils commencèrent à midi, et ils y étaient encore à 9 heures du soir. Tante Prudence envoya un plateau à 3 heures, puis de nouveau à 7 heures, et fut ignoré les 2 fois. Quelqu'un alluma les bougies. À un moment donné, Margaret cessa de dire « Votre grâce » et ne remarqua pas qu'elle avait arrêté. Elle savait lire un livre de contes. C'était la chose à laquelle Corvidal ne s'était pas attendu et qu'il ne parvint pas à cacher. Elle avait grandi dans une banque. Elle s'était assise dans le bureau privé de son père dès l'âge de 9 ans, faisant des calculs pour le plaisir. Et elle tenait les livres de comptes de la maison à Fenhouse depuis ses 15 ans, et la liste des souscriptions de charité de la banque depuis ses 19 ans. « Vous êtes allé à l'école à Worcester, dit-il vers 4 heures. Pendant 4 ans, j'ai appris le français, les globes et beaucoup de choses sur la façon de s'asseoir. » Margaret ne leva pas les yeux. « Mon père m'a appris l'escompte. Lequel de ces 2 enseignements, supposez-vous, m'a été le plus utile depuis octobre? » Vers 6 heures, il commençait à y voir plus clair. Stroud et neveu étaient parfaitement saines en 1822. Au printemps de 1823, la banque avait commencé à escompter des lettres de change pour une maison de Liverpool appelée Marman & Cope, dans le commerce américain. L'échelle était telle que Margaret s'arrêta et posa son crayon. « 14 000, dit-elle, rien qu'en avril. Papa n'a jamais... Le plus grand crédit unique dans ce livre avant 23 est de 900 livres. De qui est cette écriture? C'est l'écriture de M. Bray. Il écrivait tout. » Elle tourna la page. Mais l'autorisation est paraphée dans la marge, et ce n'est pas le paraphe de mon père. Corvidal se pencha. « L.S. » dit-il. « Lucas Stroud, » dit Margaret. « Mon cousin. Le et neveu. » Elle se rassit sur sa chaise. « Il a 34 ans, » dit-elle. « Et il est l'associé junior depuis 21. Il était à la banque 6 jours par semaine, et mon père y était 3. Parce que la poitrine de papa était fragile en hiver. Il laissait de plus en plus de choses à Lucas depuis 20. Et il était dans cette maison à Noël. Votre grâce. Il s'est assis à cette table. Il m'a tenu la main et m'a dit qu'il avait tout revu 100 fois. Et qu'il ne comprenait pas comment oncle Josiah avait pu laisser les choses aller si loin. Corvidal ne dit rien. Il est sur la liste des 911. Margaret dit qu'il a mis 1200 livres de sa poche en septembre, 6 semaines avant la cessation des paiements. Il a perdu chaque centime. Tout le comté le sait,
Et c'est la raison pour laquelle personne n'a jamais prononcé son nom dans la même phrase que celui de mon père. 1200 livres, dit Corvidal lentement. C'est une réputation bien bon marché. Margaret leva les yeux. Ils continuèrent jusqu'à 9 heures et la situation empira. À la fin, Margaret avait une feuille de papier avec 11 lignes dessus et chaque ligne était une date. Merriman et Cope avaient suspendu ses paiements à Liverpool le 4 octobre 1826. Stroud et Neveu avaient fait faillite 15 jours plus tard, détenant 109 000 livres de leurs effets. Et dans les 4 jours entre le 12 et le 16 octobre, après Liverpool, avant Lello, alors que tout homme du métier savait que Merriman et Cope étaient finis et que la nouvelle n'avait pas encore atteint une ville de marché du Shropshire, quelqu'un chez Stroud et Neveu avait retiré une grande quantité d'argent. Pas sur un compte, en espèces, au guichet, en 4 retraits distincts, sur les soldes de 3 clients qui n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait. 8 400 livres. Ce n'est pas une faillite bancaire, dit Margaret. Sa voix lui parut étrange. Votre grâce, ce n'est pas une faillite bancaire. Une banque fait faillite parce qu'elle a mal prêté. Mon père a peut-être laissé Lucas mal prêter, et il en répondra devant Dieu. Et je ne pourrai jamais dire le contraire à Anne Pardo tant que je vivrai. Elle posa son doigt sur la dernière des 11 lignes. Mais ceci est différent. C'est un homme qui savait le 12 octobre que les portes allaient fermer. Il a passé 4 jours à prendre de l'argent au guichet, et qui a ensuite remis 1200 livres dans le livre de septembre pour être sur la liste des ruinés. Vous ne pouvez pas prouver que le paraphe est le sien. Non, admit Margaret. Pas avec ce livre. Monsieur Bray a écrit chaque mot dedans, et Monsieur Bray est à Budley. Elle leva les yeux vers le duc de Corvidal, de l'autre côté d'une table de livres de compte ouverts, à 9 heures du soir, dans une maison avec des numéros à la craie sur les chaises. Et il vit son visage changer, ce qui est une chance extraordinaire, dit Margaret Stroud. Parce que personne dans le Shropshire n'a pensé à Monsieur Bray depuis octobre, y compris mon cousin. Lucas Stroud vint à Fenhouse le samedi, 2 jours après que les livres de compte soient sortis de la malle. Et Margaret comprit, avant même qu'il ait enlevé ses gants, que quelqu'un lui avait dit « Meg », il lui prit les 2 mains. Il avait toujours fait ça. J'ai eu un récit des plus extraordinaires de la nuit de mardi. Est-il vrai que vous avez dansé avec Corvidal? C'est vrai. Devant toute l'assemblée, il rit, chaleureux, ravi, entièrement convaincant. Eh bien, Dieu merci pour cet homme. Je me suis fait un sang d'encre pour vous ces 3 derniers mois, et je ne pouvais rien faire du tout. Et voilà qu'un duc arrive et règle ça en 90 secondes. Comment est-il? Grand Meg. C'est un homme qui a perdu 41 000 livres dans notre banque, dit Margaret. Et qui est venu dans le comté pour savoir comment, et qui ne va pas repartir. Le visage de Lucas Stroud ne changea pas du tout. Elle le regarda ne pas changer, et elle pensa aux 11 lignes de date sur une feuille de papier à l'étage. Elle découvrit qu'elle pouvait aussi garder son propre visage impassible. Elle comprit à ce moment-là que c'était un trait de famille, et qu'elle le tenait du même endroit que lui. Alors j'espère qu'il découvrira la vérité, dit Lucas. Dieu sait que j'ai essayé. Meg, je veux te demander quelque chose, et je veux que tu écoutes tout avant de répondre. Demande. Épouse-moi. Tante Prudence dans le coin fit un petit bruit. Cela fait 3 mois que je cherche comment le dire, et il n'y a pas de manière élégante. Il lui tenait toujours les mains, et Margaret n'avait pas encore trouvé comment les récupérer. Tu seras hors de cette maison à la fête de l'Annonciation. Ton père ne peut être déplacé et ne peut être laissé seul. Tes sœurs ont 17 et 14 ans, et Prudence a 90 par an, et tu n'as rien du tout. Il me reste 400 par an de ma mère, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est hors de portée de la banque, et ça l'a toujours été. Lucas, je sais ce que je suis. Je suis le « neveu », et la moitié de Lello pense que j'étais un imbécile. L'autre moitié ne s'est pas donné la peine de penser à moi du tout. Je ne t'offre pas un grand parti. Je t'offre une maison à Bridgenorth, avec 6 pièces, et un homme qui te connaît depuis que tu as 4 ans. Sa prise se resserra très légèrement. Et j'offre à ton père une chambre dedans, et à tes sœurs un toit. Et je me fiche complètement de ce que quiconque dans ce comté dit de nous. Épouse-moi à Pâques, et c'est réglé. C'était, pensa Margaret après coup, une très bonne offre. C'était là l'horreur de la situation, assise dans le salon du matin, ses mains dans les siennes. Si elle n'avait pas passé la nuit de jeudi avec 14 livres de compte ouverts sur cette table, elle aurait dit oui avant la Pentecôte.
Elle aurait été reconnaissante et se serait estimée chanceuse. Et Lucas Stroud aurait eu une femme qui ne pouvait être contrainte de témoigner contre lui. Il aurait eu la possession des livres privés de Stroud et neveu, et la dernière Stroud survivante avec une tête pour les chiffres, enfermée dans une maison à Bridgenorth pour le reste de sa vie. Lucas, dit-elle, où est Monsieur Bray? La pause dura un quart de seconde. Si elle n'y avait pas prêté attention, elle ne l'aurait pas entendu du tout. Bray. Il lâcha ses mains, se rassit et rit. Dieu sait. Budley, je pense. Il a une sœur là-bas. Pourquoi diable? Parce qu'il est le seul homme en vie, à part papa, qui était dans cette banque tous les jours, dit Margaret. Et parce qu'il a écrit chaque ligne de chaque livre. Et parce que j'aimerais lui parler. C'est tout. C'est un commis, Meg. Il écrivait ce qu'on lui disait d'écrire. Oui, dit Margaret. C'est un peu là où je veux en venir. Lucas Stroud la regarda longuement, et quelque chose disparut de son visage. Pas la chaleur, qui resta exactement là où elle était, mais quelque chose derrière. « Tu penseras à Pâques, dit-il. J'y penserai. » Il était parti à 2 heures. Margaret resta assise jusqu'à ce qu'elle entende le cabriolet sortir du portail. Puis elle monta à l'étage, fut malade, se lava le visage et écrivit un mot au duc de Corvidal qui disait une seule ligne. Il m'a demandé de l'épouser et il ne connaissait pas le nom de la ville où se trouve Monsieur Bray avant d'y avoir réfléchi. L'homme de Corvidal se rendit à Budley le lundi. Monsieur Bray était parti la première semaine de janvier, sans laisser d'adresse. La sœur dit qu'il était allé chez une autre sœur à Tewkesbury. La sœur de Tewkesbury, retrouvée le mercredi, dit qu'elle n'avait pas vu Josiah Bray depuis 9 ans et qu'elle serait reconnaissante si les gens arrêtaient de l'appeler. « Il a peur, dit Corvidal. Il avait peur en octobre, dit Margaret. Il a apporté 14 livres de contes à cette maison sous un tas de navets à 4 heures du matin. Ce n'est pas un homme qui protège mon père, votre grâce. J'ai mis 3 jours à comprendre ça. C'est un homme qui sort quelque chose d'un bâtiment avant que quelqu'un d'autre ne puisse le brûler. » Ils se regardèrent de l'autre côté de la table. « Alors il se cache depuis 4 mois, dit Corvidal. D'un homme qui ne sait pas où il est et qui vient de découvrir que je le cherche. » Février passa, et ils ne trouvèrent pas Josiah Bray. Et quelque chose d'autre se produisit à la place, que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu du tout. Corvidal vint à Fenhouse 3 fois par semaine, puis 4, puis la plupart des jours. Il y avait une raison à chaque fois. Les livres de comptes, la boîte de correspondance, une lettre de Liverpool. Les raisons devinrent de plus en plus minces au fil de février, et aucun d'eux ne le remarqua. Il était, découvrit Margaret, d'une compagnie exécrable pendant la première heure, et d'une très bonne compagnie après. Il avait été au Portugal avec l'armée pendant 4 ans, et à Paris pendant 2. Il était rentré en novembre dans un comté où il n'avait pas vécu depuis ses 19 ans. Il avait découvert que son agent le menait à la ruine et que 41 000 livres de la fiducie de sa sœur avaient disparu dans un trou à l'Élo. Il n'avait aucune conversation légère. Il avait beaucoup de l'autre sorte. Il se mit à lire à son père, ce qui commença par accident la 2e semaine. Margaret monta avec le plateau et le trouva assis près du lit avec la chronique, lisant les nouvelles maritimes à voix haute, d'une voix monocorde. Les yeux de Josiah Stroud étaient ouverts et le suivaient. C'était un banquier, dit Corvidal, sans lever les yeux. Il n'a pas entendu un taux de change depuis 4 mois. Cela semblait cruel. Margaret resta dans l'embrasure de la porte avec le plateau, incapable d'entrer un instant. Après cela, c'était la plupart des jours. 20 minutes de nouvelles maritimes, des fonds et des prix du maïs. Un soir de la dernière semaine de février, le duc de Corvidal descendit les escaliers 4 à 4 et Margaret le rencontra dans le hall. Il m'a répondu. Je lui ai lu les 3% et j'ai dit en plaisantant que vous ne les auriez pas eus à ce prix. Sa main a bougé 2 fois sur la couverture. Corvidal s'agrippait au poteau d'escalier. Et puis j'ai dit autre chose. Et elle a bougé 1 fois. Mademoiselle Stroud, c'est 2 fois pour non, et 1 fois pour oui, ou l'inverse. Et je viens de passer 40 minutes à établir lequel. Margaret monta les escaliers si vite qu'elle faillit le renverser. Ils établirent 11 choses cette nuit-là. C'était terriblement lent. Oui ou non, 1 ou 2. Et une question devait être formulée de manière à ce que oui et non aient un sens. Son père se fatiguait en 1 demi-heure, et il devait s'arrêter et revenir.
Tante Prudence notait tout. Margaret posait les questions, et Corvidal surveillait la main, car Margaret ne pouvait pas faire les deux, et ne se serait pas fait confiance de toute façon. Saviez-vous pour Marmon et Cope? Oui. Au printemps de 23? Non. Plus tard? Oui. 24? Non. 25? Oui. Avez-vous donné votre accord? Non. Avez-vous essayé de l'arrêter? Oui. Et puis Margaret s'assit sur le bord du lit, prit la bonne main de son père et posa la question qu'elle portait en elle depuis le 22 octobre. Elle sortit mal, tremblante, et pas du tout comme elle l'avait répété. Papa, le 12 octobre, les 8400 au guichet. Le savais-tu? 2. Papa, regarde-moi. Sais-tu qui l'a fait? 1. Était-ce Lucas? La main de Josiah Stroud ne bougea pas du tout. Margaret attendit. Elle compta jusqu'à 60 dans sa tête, puis de nouveau jusqu'à 60. Les yeux de son père étaient ouverts et fixés sur son visage. Sa main reposait sur la couverture et ne bougeait pas. Puis elle se retourna lentement, paume vers le haut. Ce n'était pas un signal qu'ils avaient convenu et qu'elle comprit parfaitement. « Il ne le dira pas, dit-elle. »« Votre grâce, il ne le dira pas, Mademoiselle Stroud. Il a 58 ans, il ne peut pas parler, et il est alité ici depuis 4 mois, traité de voleur par tout le comté. Le fils de son frère va s'en tirer, et il ne le dira pas. » Elle pleurait et n'arrêtait pas de demander. « Papa, papa, il va les laisser continuer à dire que c'était toi. Comprends-tu qu'il est venu ici samedi et m'a demandé de l'épouser? » La main de son père se referma fort sur la sienne. C'était la première chose qu'il faisait avec force depuis octobre. Il lui serra la main et la tint. Son visage se contracta du bon côté. Margaret comprit qu'elle lui avait dit quelque chose qu'il ne savait pas, et que cela lui avait coûté bien plus qu'elle ne l'avait prévu. Puis sa main bougea une fois. « Oui. Quoi? » dit Margaret. « Papa? Oui. Quoi? » Mais il était allé aussi loin qu'il le pouvait. Dill ferma les yeux, et le médecin vint à 10 heures et dit qu'il ne devait plus être interrogé pendant une semaine. Corvidal la trouva à 1 heure du matin, dans le salon du matin, dans le noir, sans bougie. Il ne dit rien. Il vint s'asseoir dans l'autre fauteuil, et y resta. « Je suis assise ici depuis 2 heures, dit finalement Margaret, à me demander pourquoi un homme laisserait le monde entier le traiter de voleur pour protéger le fils de son frère. Et j'ai trouvé 4 réponses, et je n'en aime aucune. Dites-moi la 4e, que ce n'est pas Lucas qu'il protège. » Sa voix était très plate. « Votre grâce, mon père ne l'a pas arrêté. Il savait pour Marmon et Cope en 25, il n'était pas d'accord, il a essayé de l'arrêter et il a échoué. Et puis il a continué à signer de son nom au-dessus de cette porte pendant 18 mois et à prendre les 26 livres d'Anne Pardo au guichet. » Elle tourna la tête. Quoi que Lucas ait fait en octobre, mon père a laissé les choses en arriver là. Et s'il ouvre la bouche à propos des 8400, alors la première question que tout le monde lui posera est « Et que saviez-vous et quand ?» Et il ne peut pas y répondre parce qu'il n'est pas innocent. Et il le sait. Et il préférerait être un voleur plutôt que d'être l'autre chose. C'est-à-dire un homme faible, dit Margaret. Les voleurs sont pendus. Les hommes faibles doivent continuer à vivre dans le Shropshire. Le feu s'était éteint depuis des heures. Aucun d'eux n'y toucha. « Je vais devoir le faire sans lui, dit-elle. N'est-ce pas? Oui. Et ça l'achèvera. Quoi que nous trouvions, il en ressortira qu'il savait en 25, et Anne Pardo le lira dans la chronique, et il sera là-haut, alité, incapable de dire un mot pour sa propre défense. » Margaret mit ses mains sur son visage. « C'est mon père. Il m'a porté sur ses épaules dans King Street, et je vais prendre son nom et le mettre devant 911 personnes. » Corvidal resta silencieux un moment. « Puis-je dire une chose difficile? Vous pouvez tout dire. Il est 1 heure du matin, et il n'y a plus personne avec qui être poli. »« Alors voilà, dit le duc de Corvidal. Vous n'êtes pas en train de décider si vous allez ruiner votre père. Votre père est déjà ruiné, et il l'a fait lui-même sur 18 mois. Et rien de ce que vous ferez ou ne ferez pas, le 14 mars ne changera une seule ligne de cela. » Il se pencha en avant. « Ce que vous décidez, c'est si 8400 livres qui se trouvent quelque part dans ce comté retournent à Anne Pardo et à l'école de charité de Bitterly, ou si elles restent là où elles sont, et si l'homme qui les a prises vous épouse à Pâques et obtient le reste. » Margaret retira ses mains de son visage. « Le 14 mars, dit-elle,
Les syndics ont convoqué une assemblée générale des créanciers à l'Angel à Lello. C'était dans la chronique de mardi. Il se leva et alla à la fenêtre. 911 noms, mademoiselle Stroud. Chacun d'eux ayant le droit d'assister et de parler. Votre cousin sera là, au premier rang, jouant le ruiné devant tout le monde. Et il n'y a pas un magistrat ou un avocat dans la salle qui puisse empêcher un créancier de poser une question depuis l'assistance. Il se retourna. C'est dans 13 jours, dit le duc de Corvidal. Et nous n'avons pas M. Bray. Ils ne trouvèrent pas M. Bray. Margaret trouva l'argent à la place. Elle le trouva le 8 mars, et ce ne fut pas par intelligence. C'était la boîte de correspondance. Il l'avait déjà examinée 2 fois parce qu'elle contenait des lettres. Et les lettres étaient l'endroit où une telle chose se trouverait, et il n'y avait rien. Les papiers de Marmon et Cope, les agents de Londres. 4 ans de correspondance commerciale ennuyeuse, soignée, entièrement banale, de la main de M. Bray. Ce que Margaret fit le 8 mars, assise par terre avec la boîte vide à côté d'elle parce qu'elle ne trouvait rien d'autre à faire, fut de la peser. « Elle est trop lourde, dit-elle. » Corvidal leva les yeux. « Elle est vide, et elle est trop lourde. Je porte cette boîte de haut en bas depuis une semaine, et je porte la boîte des souscriptions de charité de la banque depuis 4 ans. Elles ont la même taille. Et celle-ci est anormale. Le double fond n'était pas sophistiqué. C'était une feuille de tôle laquée, découpée à la taille de la base et pressée sur un vide d'un peu plus d'1 centimètre. N'importe quel agent des douanes en Angleterre l'aurait découvert en 9 secondes. Elle était restée dans un salon du matin à Fenhouse pendant 4 mois et demi, parce que personne n'avait jamais pensé à soulever la boîte quand elle était vide. Il y avait 11 documents en dessous. 4 étaient des reçus d'une banque de Shrewsbury, la Salopian County, pour des dépôts effectués les 15, 16, 17 et 19 octobre 1826. Sur un compte au nom d'un certain Lucas Marmon. 8400 livres en espèces. 3 étaient des lettres de Merriman et Cope de Liverpool, datées des 6, 9 et 11 octobre. Elle portait la mention « privé », adressée non pas à la banque, mais à M. L. Stroud, Esquire, à son propre logement. Elle lui disait en termes clairs que la maison allait s'effondrer, et qu'il devait veiller à ses propres intérêts. 3 étaient de la main de M. Bray. C'étaient des notes de conversation datées et paraphées. La première de juin 1825, la dernière du 16 octobre 1826. Chacune enregistrant, dans la prose plate, exacte et insupportable, d'un homme qui tient un livre depuis 30 ans, ce que M. Lucas Stroud lui avait ordonné de faire, et ce que M. Bray avait répondu. Et le 11e document était une seule ligne, d'une écriture que Margaret avait connue toute sa vie. Tremblante, penchée, écrite par un homme pressé au dos d'une enveloppe datée du 21 octobre 1826. Bray, apportez tout à Meg. Elle saura mieux que moi quoi en faire. G.S. Margaret resta assise sur le sol du salon du matin, avec l'enveloppe à la main, pendant un long moment. « Il me l'a dit, dit-elle, la veille de l'apoplexie. Il a dit à Bray de me l'apporter. Pas à un avocat, pas au syndic, à moi. Il savait, dit Corvidal. Il savait qu'il serait trop lâche pour le faire lui-même. » Elle ne pleurait pas. Elle avait dépassé ce stade pour atteindre un état de grande clarté. Il l'a mis dans une boîte à double fond, il l'a envoyé à sa fille, et il n'a jamais, en 4 mois et demi, trouvé le moyen de me dire que c'était là. Et je suis assise dans cette pièce avec ça depuis octobre. Elle se leva. Votre grâce. De quoi M. Bray a-t-il peur? De Stroud? Non. Margaret brandit les 3 notes de conversation. Lisez ça. On lui a dit en juin 25 de faire quelque chose qu'il savait être mal. Il l'a dit et il l'a écrit. Et puis il l'a fait. Et il a continué à le faire pendant 16 mois. Et il a écrit chaque ligne de sa propre main. Elle les posa sur la table. Il ne se cache pas de Luca. Il se cache parce qu'il pense qu'il sera déporté. Il attend depuis 4 mois dans une pièce quelque part que quelqu'un vienne le chercher, et personne n'est jamais venu. Il ne serait pas déporté. Il a agi sur les instructions d'un associé. Le sait-il? Corvidal s'arrêta. C'est un commis de 61 ans, dit Margaret, qui n'a jamais de sa vie parlé à un avocat qui n'était pas payé par ma famille. Non, il ne le sait pas. Ils le mirent dans la chronique et le Salopian Journal, le 11 mars, 3 jours avant la réunion. Dans les annonces, 4 lignes sous le propre nom de Corvidal. Si M. Josiah Bray, anciennement de Lello,
veut bien s'adresser au sous-signé, il sera informé sans frais de l'avis d'un conseil sur sa propre situation, qui est plus favorable qu'il ne le suppose. Aucune autre intention n'est visée et aucune ne sera poursuivie. Corps Vidal. Margaret pensait que ça ne marcherait pas. Elle l'a dit 2 fois. Josiah Bray entra à l'Angel à Lello à 11 heures du matin le 14 mars. Il avait parcouru 50 kilomètres depuis une pension de Stourport, dans une charrette de transporteur. Il tremblait si fort qu'il ne pouvait pas tenir son chapeau. L'Assemblée générale des créanciers de Stroud et Neveu se tint dans la grande salle de l'Angel. Il y avait 340 personnes, plus que la salle ne pouvait en contenir. Ils se tenaient sur les côtés et jusque dans le couloir. Anne Pardo était au 4e rang avec sa sœur. Le recteur de Bitterly était sur l'estrade, car l'école de charité était une créance privilégiée. Le colonel Predo se tenait au fond, son chapeau à la main, et ne voulait pas s'asseoir. Lucas Stroud était assis au 2e rang à gauche, en noir, avec son avocat à ses côtés. Il avait serré des mains pendant 20 minutes avant que la séance ne commence. Margaret entra avec sa tante à 11h moins 5 et s'assit tout au fond. La salle la remarqua, et un faible murmure la parcourut, un son qu'elle avait déjà entendu à la réception, et auquel elle pensait ne jamais s'habituer. Elle découvrit ce matin-là qu'elle s'en fichait complètement. La déclaration des syndics dura 1 heure et 10 minutes. Elle était longue, prudente, et disait ce que tout le monde attendait, que la banque avait fait faillite à cause de l'escompte imprudent des effets de Marmon et Cope de Liverpool, que la succession paierait un peu moins de 4 shillings par livre, et que l'incapacité de l'associé principal avait empêché une enquête approfondie. Puis le président demanda si un créancier souhaitait prendre la parole. Lucas Stroud se leva le premier. Il avait clairement prévu de le faire. Il parla pendant 6 minutes et fut très bon. Il dit qu'il avait été l'associé junior, qu'il avait fait confiance à son oncle et qu'il avait perdu ses propres 1200 livres avec celles de tout le monde. Il dit qu'il ne cherchait pas à blâmer un homme malade. Il dit, et c'était la meilleure partie, qu'il donnerait ce qui lui restait de la fortune de sa mère à la succession. 400 par an, aussi longtemps qu'il vivrait. Que ce n'était pas assez, il le savait, et il ne demandait le pardon de personne. La salle fit un bruit à ce moment-là. Quelqu'un près du devant dit « Écoutez-le ». Et Margaret Stroud se leva au fond de la grande salle de l'Angel. « Monsieur le Président, je suis une créancière. Mon nom est sur la liste au numéro 641 pour 11 livres et 4 shillings. C'est le solde de mon propre compte à mon nom. Et j'aimerais poser une question depuis l'assistance. » La salle se tourna comme un champ de blé. « Mademoiselle Stroud, » commença le président. « Suis-je une créancière, monsieur? » Il y eut une pause. « Vous êtes sur la liste. Alors je poserai ma question. » La voix de Margaret était parfaitement stable, et elle l'entendait comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Monsieur le Président, la déclaration dit que la succession ne peut justifier de 8400 livres retirés au guichet en espèces entre le 12 et le 19 octobre. J'aimerais demander à mon cousin, Monsieur Lucas Stroud, s'il détient un compte à la Salopian County Bank à Shrewsbury au nom de Lucas Marmon. » Il n'y eut aucun son dans cette salle. Margaret ne regarda pas Lucas. Elle s'était promis dans la charrette de ne pas le faire, et elle tint sa promesse. Elle continua de regarder le président, et j'aimerais lui demander, dit-elle, si les 15, 16, 17 et 19 octobre, il a versé sur ce compte en espèces des sommes s'élevant à 8400 livres exactement. Monsieur le Président, ceci est... L'avocat de Lucas était sur ses pieds. J'aimerais dire, dit Margaret Stroud, que j'ai les 4 reçus en main, et 3 lettres privées de Marmon et Cope écrites à mon cousin à son logement les 6, 9 et 11 octobre. Elle l'avertissait que la maison allait s'effondrer 6 jours avant qu'il ne prenne le premier de cet argent au guichet, et que je les ai trouvés dans une boîte laquée dans la maison de mon père, où mon père les a fait envoyer le 21 octobre, et que j'ai honte d'avoir mis jusqu'au 8 mars pour regarder sous le fond. Elle les brandit. Et M. Josiah Bray, qui fut le commis en chef de cette banque pendant 31 ans, se tient à la porte de cette salle. Il a écrit 3 notes de conversation avec mon cousin entre juin 1825 et le 16 octobre dernier. Il a accepté de les lire à voix haute. Il a été conseillé par un avocat, il connaît sa propre situation et il aimerait être entendu. Il fallut 9 minutes pour que la salle soit assez silencieuse pour que Josiah Bray puisse parler. Il les lut mal. Il perdait sans cesse le fil. Il avait 61 ans
et avait parcouru 50 kilomètres dans une charrette de transporteur. Et à la fin de la troisième note, il s'arrêta et dit « à la salle plutôt qu'au président ». J'aurais dû aller voir quelqu'un en 25. J'y ai pensé tous les jours depuis, et je n'ai jamais trouvé le courage. Je ne vais pas rester ici et être remercié. Personne ne le remercia, mais quand il s'assit, le colonel Prédo au fond posa une main sur son épaule et la laissa là pour le reste de la réunion. Lucas Stroud fut arrêté à Shrewsbury 4 jours plus tard. Il fut jugé à l'été, reconnu coupable de vol en tant qu'employé, ce qui était l'accusation qui correspondait. Il fut condamné à 14 ans de déportation et embarqua pour la Nouvelle-Galles du Sud en novembre. Il écrivit une fois à Margaret depuis les pontons. Elle ne l'ouvrit pas, elle ne la brûla pas non plus. Elle alla dans la boîte laquée sous le double fond, où elle estimait qu'elle avait sa place. Les 8400 livres furent récupérés presque entièrement, 7940 livres. Elles allèrent dans la succession et le dividende s'éleva à 6 shillings et 9 pence par livre au lieu de moins de 4. Ce n'était pas une restitution. Anne Pardoe de Corve Street récupéra 69 livres et 1 shilling sur 206. Elle avait 53 ans, et cela ne lui rendit pas les 22 ans qu'elle avait passés à les économiser. Mais elle vint à Fenhouse la dernière semaine de mars avant la fête de l'Annonciation. Elle se tint dans le hall et dit qu'elle avait entendu dire que Mademoiselle Stroud tenait une liste, et qu'elle voulait que son nom soit lu à voix haute en sa présence, pour être sûre qu'il était bien orthographié. Margaret le lui lut. Cela prit un moment. Anne Pardoe hocha la tête une fois, dit merci et rentra chez elle. Josiah Stroud vécut jusqu'en septembre 1828. La chronique publia ce qu'il avait su, et quand, en entier sur 2 colonnes. Le comté le lut et se fit sa propre opinion. Son opinion fut à peu près ce que Margaret avait attendu, qu'il n'avait rien volé, mais n'avait arrêté personne non plus, et qu'un homme faible à la tête d'une banque fait plus de mal en 18 mois qu'un homme méchant en 1 an. Il ne reparla jamais, mais en juillet, avant sa mort, Corvidal, qui venait encore la plupart des jours avec la chronique et lui lisait les cours de la bourse, lui demanda au nom de Margaret et en sa présence s'il avait su le 21 octobre que sa fille le ferait. Et puis, avant que quiconque ne puisse demander autre chose, une fois de plus, très délibérément, Margaret et Corvidale se marièrent en septembre 1827 à l'église de Bitterley, où se trouvait l'école de charité. Le recteur ne voulut pas prendre d'honoraires, et il y eut une certaine discussion à ce sujet. Tante Prudence la mena à l'autel, au motif que quelqu'un devait le faire et qu'elle l'avait bien mérité. Les 2 sœurs, de 17 et 14 ans, étaient demoiselles d'honneur et se comportèrent de manière épouvantable. Le contrat de mariage de Margaret fut rédigé de sorte que les 11 livres et 4 shillings de sa propre créance sur la succession de Stroud et neveu furent attribués à l'école de charité de Bitterley. L'avocat dit que c'était juridiquement inutile, mais elle insista quand même. Elle ne devint jamais une bonne duchesse. Elle le disait elle-même sans grand regret. Elle ne se souvenait pas des précédents et n'essayait pas. Elle était très mauvaise à Londres et cessa d'y aller après 1831. Ce pourquoi elle était douée, c'était les contes. Et il s'avéra que cela était très utile. Le domaine de Corvidal avait été géré par des agents pendant 6 ans et était dans un état qu'elle décrivit dans une lettre à sa tante comme « intéressant ». Elle le remit en ordre en 9 ans et les loyers des tenanciers n'augmentèrent pas une seule fois pendant cette période. Ce que plusieurs propriétaires voisins considérèrent comme une insulte personnelle et le dirent au dîner. Les 41 600 livres de la fiducie des enfants de sa belle-sœur ne furent jamais entièrement reconstitués. Corvidal en remplaça 11 000 sur ses revenus sur 18 ans. Il s'assit avec les fiduciaires chaque avril de toute sa vie et en rendit compte. Et jamais, devant qui que ce soit, il ne blâma une banque de l'élo. Ils eurent 3 enfants. L'aîné était un garçon et les 2 autres des filles. Tous les 3 apprirent l'escompte par leur mère avant l'âge de 12 ans. Leur père disait que c'était la chose la plus utile qui soit jamais arrivée dans cette maison. Et de temps en temps, le soir, son mari levait les yeux et posait la question qu'il n'arrêta jamais tout à fait de poser. « Aurais-tu dansé avec moi si tu avais su ce que j'allais te demander ?» Et Margaret, duchesse de Corvidal, posait sa plume. « Je le savais, disait-elle. Je le savais avant la 2e figure. Tout le monde dans cette pièce pensait que tu m'avais fait une faveur.
Et je savais parfaitement que tu voulais quelque chose. Et j'ai mis ma main dans la tienne quand même. Pourquoi? Parce qu'un homme qui veut quelque chose de vous, vous dit ce que c'est, dit Margaret. Et en 4 mois, tu as été le premier à le faire. Si l'histoire de Margaret et Corvidal vous a touché, mettez un pouce bleu et envoyez-la à quelqu'un qui en a marre des héroïnes qui se font sauver. Cette chaîne est pour celles qui n'attendent pas d'être sauvées. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Parce que je me suis posé la question toute la semaine. Le père de Margaret n'était pas un voleur, mais il savait ce qui se passait dans sa propre banque dès 1825. Il n'a rien fait pendant 18 mois et il a continué à prendre les économies d'Anne Pardo au guichet pendant tout ce temps. Puis il a laissé le comté le traiter de voleur plutôt que d'admettre qu'il avait été faible. Qui est le pire? Le cousin qui a volé 8000 livres ou le père qui a tout vu sans rien dire? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis toutes vos réponses. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.